Le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau appalachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska saura vous séduire et vous en mettre plein la vue. L'art est partout, et surtout dans le Kamouraska. Cette semaine, je vous propose une incursion dans le monde des arts. Je vous fais découvrir le musée François Pilote, la galerie d'art Michel Leroux, l'organisation de Vrille Art Actuel. Mais tout d'abord, je vous amène à la boutique-galerie Soleil du Jour. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Alors, je suis rendue devant la boutique-galerie Soleil du Jour où je m'en vais rencontrer la propriétaire, Luce Lévesque. Bonjour, Luce Lévesque. Bonjour. On est ici à la galerie boutique Soleil du Jour. Le nom le dit, Oui, Soleil du Jour. Mais qu'est-ce qu'on retrouve ici dans la galerie? Dans la galerie, vous allez retrouver des couchers de soleil, des couchers de soleil particulièrement de la région ici du Bas-Saint-Laurent. Et ici, on parle vraiment de photographie. Donc, c'est des photos. Oui, vous avez des laminages sur glace, des impressions sur toile, des cartes postales, des cartes de souhait. La galerie Soleil du Jour, ou on pourrait dire l'entreprise Soleil du Jour, est née du site Internet Soleil du Jour, qui a été créé par le photographe Paul Charbonneau. En 2001, il a commencé à prendre les couchers de soleil. Il a découvert le fleuve, puis les îles. Lui, il venait pas de la région, il était originaire de Trois-Rivières. Puis, il a commencé à prendre les couchers de soleil pour lui, puis il a partagé ça sur Internet avec des amis. Puis, en fin de compte, il a décidé de créer un site web pour partager ces magnifiques photos-là avec les gens. Son idée, c'était de les partager avec les gens de Montréal qui travaillent dans des édifices à bureaux puis qui n'ont pas l'occasion de voir ces magnifiques paysages qu'on a là. Puis, c'était à Rivière-Ouelle qu'on s'est retrouvés puis qui a continué à prendre ses photos. Puis là, le contact avec les gens lui manquait. Fait qu'il a décidé d'ouvrir une galerie-boutique ici à Kamouraska. C'est là que l'aventure a commencé, puis ça continue. On a eu un arrêt parce que Paul est décédé, malheureusement, en 2012, trop tôt, puis trop jeune aussi. Puis moi, comme je suis à ma retraite, je trouvais ça dommage de laisser ces photos-là dans mes fichiers. Parce que vous avez fermé la boutique? Oui. Suite au décès? Pas suite au décès, avant aussi, parce qu'on avait changé nos projets de vie, là. Puis, c'est ça. Quand Paul est décédé, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour continuer. Continuer ses œuvres? Oui, c'est ça. Donc, vous avez pris une petite pause et vous avez décidé, dernièrement, ça fait pas très longtemps, d'ouvrir une autre boutique. Et parce que j'ai décidé en premier de continuer son site Internet. Fait qu'il m'a fallu travailler pour le remettre à jour, puis m'acclimater avec tous l'appareil photo, la photo. Moi, je n'étais pas très... Parce que vous continuez à prendre des photos? Oui, je continue à prendre des photos à tous les jours. Je mets une photo sur le site, puis je fais des belles découvertes. Hein? Au bord du fleuve, il y a toujours quelque chose de beau à voir, puis quelque chose de différent, là. Mais quand vous partez avec votre appareil photo, vous ne savez jamais quelle photo vous allez prendre? Non. C'est toujours une surprise? Oui. Puis des fois, c'est le soleil qui nous fait des surprises. Par exemple, cette semaine, il y avait du brouillard, hein, puis je voyais le soleil d'ici qui descendait doucement, puis je me disais, ça presse pas. Puis quand je suis arrivée pour descendre au fleuve,
Bien, il y avait des nuages en haut, juste en haut des montagnes, qui ont tout caché, caché le soleil. Fait que finalement... Fait que des fois, c'est des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Oui. Là, ici, il y a des couchers de soleil, Oui. des levées de soleil. Oui. Mais vous trichez aussi un peu. Il y a des lunes. Il y a des lunes. Ben oui. Ça, c'est les lunes de Paul. Parce que Paul disait, à ma retraite, je vais prendre les couchers puis les levées de pleine lune. On peut venir ici à la galerie pour voir vos œuvres, les acheter, mais vous offrez aussi un autre service. On peut prendre le coucher de soleil selon notre date d'anniversaire. C'est assez original. Oui. Ben, Paul, ça lui a pris 6 ans avant d'avoir une photo pour tous les jours de l'année. Donc, maintenant, vous pouvez les retrouver ici dans ces albums. Moi, je les offre en 4x6 ou en 5x7 ici, puis on peut même les encadrer sur place avec les petits cadres que j'ai dans... Et est-ce qu'on peut, l'hiver, si on a envie de se réchauffer un peu à la maison, est-ce qu'on peut commander des toiles par Internet ou ça va s'en venir bientôt? Bien, par l'intermédiaire du site Internet, là, il y a un lien « Nous joindre ». Vous écrivez à soleildujour.com. Il n'y a pas de problème, je vous réponds. Je suis devant le musée François Pilote où je m'en vais rencontrer le directeur Luc Saint-Amand. Il vient par ici, c'est bon. Bonjour, M. Saint-Amand. Bonjour. Merci de m'accueillir ici au musée François Pilote. Bien, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe ici au musée François Pilote? Qu'est-ce qu'on retrouve comme exposition? Le musée présente plusieurs expositions, surtout des expositions permanentes, qui sont en lien avec soit la paroisse rurale d'autrefois, mais beaucoup, on se dirige de plus en plus vers notre nouvelle orientation, soit l'agriculture, l'alimentation. Donc, on a entre autres un espace qui relate un peu l'histoire de l'enseignement agricole. On a une exposition sur le travail aratoire, donc les outils qu'on utilisait, charrues, faux ou autres, javeliers, et ainsi de suite. On a également une exposition sur le travail du textile par les femmes, parce que les textiles, il faut se rappeler que ça vient de quelque part. C'est pas du textile, du tissu synthétique qu'on utilisait à l'époque. Donc, ça peut être la laine des moutons, ça peut être le lin, la paille pour les chapeaux de paille, des choses comme ça, là. Donc, c'est un peu tout ça. Et de plus en plus, on se dirige vers des expositions thématiques où la thématique va être reliée soit à l'agriculture, soit à l'alimentation. Donc, avec un angle bien précis qui, parfois, va sortir un peu des sentiers battus ou de ce que les gens vont s'attendre lorsqu'on parle d'un musée de l'agriculture. Bien, justement, on va venir à cette exposition qui sort vraiment des sentiers battus. Une exposition qui est en lien avec les contes, une inspiration d'un concept européen. Oui, mais en fait, l'exposition de bouche à oreille, des histoires à dévorer, a été présentée à l'été 2014 au manoir de Kerno, en Bretagne. On a repris les contes qui étaient présentés, les textes aussi, qu'on a raccourci un peu, mais l'essence est encore là. Et ce qu'on a fait, dans le fond, c'est que ces contes-là qu'on retrouvait dans cette exposition-là, j'ai donné la contrainte à Nathalie Lecosse, qui était la chargée de projet, de faire en sorte qu'on retrouve au moins un objet de nos collections dans chacune des salles. Fait que vous allez voir en parcourant, en faisant tout un parcours exposition. Ça faisait partie d'ailleurs dès le départ du concept de l'exposition. En fait, les gens vont avoir un beau panier comme celui-ci. À l'entrée, on prend des objets. Un objet, un exemplaire de chacun des items qu'on a là. Et l'objet, bien, on doit retrouver le bon pour chacune des 8 salles de l'exposition et on le dépose à l'endroit prévu. En le déposant, il y a quelque chose qui se passe. Selon les salles, ça va être parfois seulement de l'audio, ça peut être également un effet lumineux, ça peut être un mélange, ça peut être
un peu n'importe... ben, pas n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui est en lien là, avec c'est très diversifié. Chaque salle est très différente l'une de l'autre. Oui, et même les contes qui sont présentés sont évidemment différents, mais tout est en lien avec l'alimentation. Il y a même des endroits pour s'amuser. Au milieu du parcours, il y a une salle de pause où les gens peuvent s'asseoir, écouter des contes, parce que dans l'exposition, c'est des extraits qu'on entend. Là, ils peuvent écouter une dizaine de contes complets, mais il y a également des espaces où les enfants peuvent jouer, s'amuser. Donc, c'est vraiment une exposition qui est conçue pour la famille, mais les grands, ils trouvent leurs contes aussi. Leur conte, c'est un beau jeu de mots que vous voulez faire. C'était même pas voulu, mais il y a vraiment les textes, entre autres, qui permettent de comprendre un peu davantage où on veut en venir, pourquoi, bon, par exemple, le Petit Chaperon Rouge, c'est pas juste le fait de manger dont on parle, mais c'est aussi le fait de pouvoir, la peur d'être mangé. Vous avez travaillé très fort pour cette exposition, donc elle va quand même perdurer dans le temps? Oui, elle est présentée jusqu'en janvier 2017. Merci beaucoup, M. Setaman. Si vous me permettez, j'aimerais vraiment ça aller voir la petite visite de l'exposition. Merci beaucoup. Je suis prêt, j'ai mon panier et je vais aller faire l'exposition. Tu me suis-tu, Simon? Oh yeah! Il est là. Amour, 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 Kamouraska. Alors, je suis devant la galerie Atelier d'art Michel Leroux, où je m'en vais rencontrer cet artiste fort sympathique. Michel Leroux, pour ceux qui vous ne connaissent pas, quel est votre parcours artistique? Bon, je viens d'une famille qui... Mon père et ma mère étaient peintres. Ça fait que j'ai vécu dans ce milieu-là pendant une vingtaine d'années, 18-20 ans. Après, j'étais aux études aussi, et puis j'ai pas étudié en art. J'ai étudié en graphisme un peu plus tard. Et puis, un jour, j'ai passé devant un atelier de lettrage. Il y a un vieux monsieur qui est en train de faire des affiches sur un camion, puis j'aimais ça ce qu'il faisait. Puis je trouvais que c'était quelque chose qui était artistique, puis en même temps, quelque chose, tu peux gagner ta vie. Parce que mes parents ne gagnaient pas leur vie avec les tableaux, pas dans ce temps-là. Il n'y avait pas de galerie d'art pour représenter. Et puis je suis rentré, j'ai pris un pinceau, puis j'ai commencé à faire des lettres, et puis ça allait bien. Puis vous avez aimé ça? Le monsieur me dit, tu commencé à être bon, puis j'en ai fait mon métier pendant 10-15 ans. Vous avez commencé dans le lettrage? Dans le lettrage. Le mois de mai 1980, le 20 mai, une date connue de tout le monde, un référendum, ma fille vient au monde le matin à 6 heures. Je sors de l'hôpital ému, émotivement atteint, et puis je rentre dans un magasin de peinture, puis je m'achète tout le kit pour commencer à peindre. Puis j'ai dit, c'est aujourd'hui que je commence. Tu sais. Et puis à tous les soirs, j'ai fait un tableau pendant 5 ans, puis je les ai effacés. J'ai dit, c'est toujours avec ma fille pas loin, puis ma femme qui s'occupait de ma fille aussi, puis dans mon sous-sol, tranquille. Et puis au bout de 5 ans, bien, je me sentais prêt. Ça fait que j'ai été faire J'ai été dans un festival international d'art. J'ai loué un kiosque, j'ai installé mes tableaux, puis toute part de là, j'ai reçu des offres de galerie, puis... Est-ce que vous avez trouvé tout de suite votre style? Oui, au bout de 3-4 tableaux, j'ai vu qu'il y avait de quoi qui s'en venait. Le principal, c'est si je trouve pas
ma propre voix, ma propre signature à moi, parce qu'on a chacun notre signature, on a chacun de quoi à dire. Il faut le trouver sans aller prendre des cours ou sans... Même en prenant des cours pour mélanger les peintures, c'est correct, mais il faut trouver sa voix, puis il faut se dire, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir de quoi de différent pour pouvoir aller de l'avant avec ça, puis pouvoir un jour en gagner ma vie. Je ne pensais pas à ça tout de suite, parce que j'allais gagner ma vie avec le lettrage, avec ma compagnie. Mais j'ai vu assez vite une manière qui sortait, puis ça sortait naturellement. Ça fait que j'ai fait ça, j'ai pas regardé ailleurs, puis j'ai été là-dedans. Puis à un moment donné, je dis, bon, ce que je fais, est-ce que ça a de l'allure par rapport à tout ce qui s'est fait avant, par rapport à l'histoire de l'art, par rapport... Là, je me suis intéressé à tout le monde qui avait peint avant. Même si, au premier abord, je n'aimais pas telle sorte de peinture, mais j'étais curieux, assez curieux d'aller voir pourquoi ils l'ont fait. Tu apprends beaucoup dans ce temps-là. Puis je voyais que ma peinture s'en allait dans le bon sens. C'était à moi, celle-là. T'sais. Et puis j'ai dit, bon, si je réussis à faire de quoi qui est personnel, je vais continuer dans ce sens-là. Sinon, j'aurais continué à faire du lettrage, j'aurais oublié la peinture. Mais là, la passion est là. Mon sujet préféré, la nature. J'ai toujours été dans la nature, un homme de bois. Justement, si on parle de vos toiles, on en voit deux derrière vous. Vous utilisez l'huile? À l'huile. À l'huile. Et parlez-nous un peu de votre technique et vos inspirations. Là. On voit que c'est la nature qui vous inspire beaucoup. C'est la nature, c'est sûr, c'est ce qui vient me chercher en émotion tout le temps. Ça fait que si j'entre dans un sentier, un chemin comme celui-là, c'est pas loin, c'est en arrière ici, dans les montagnes. Ça fait que je vais rentrer dans un chemin le matin, la lumière commence à descendre, puis à amener tout, habiller ce qui est pas en couleur pour moi encore. Puis là, quand la lumière atteint le chemin, là, c'est là que j'ai des frissons, puis j'ai le goût de... Là, je vais prendre beaucoup de photos pour essayer de capter ça, mais toujours face au soleil. Ça fait que je ne suis pas tellement un bon photographe, mais ça m'aide, c'est des aides-mémoires. C'est 2-3 lignes, puis après je pars, parce que ce que j'ai vécu dans le sentier, bien, il faut que je le transpose dans la toile. Tout de suite. Ça prend des années. Ça fait quoi, 35 ans? 35 ans de métier. J'ai réussi à le mettre dans la toile, à mettre mes émotions. Puis ce que je voulais, c'était avoir la preuve de ça. C'est ce que les gens, quand ils sont devant les spectateurs, est-ce qu'ils ont la même émotion que moi j'ai eue quand j'étais dans le sentier? Puis en ouvrant mon atelier ici à Kamouraska, puis en recevant des gens, je m'en suis aperçu. J'ai dit, ah OK, c'est ça. Ils réagissent devant le tableau. Ils ont des émotions devant mon tableau. Donc, celui-là, je l'ai réussi. Donc, l'autre aussi. Ça fait que je réussis à les mettre. C'est l'importance, c'est la base de tout mon tableau, c'est l'émotion. Puis, c'est quoi la technique que vous utilisez pour peindre? La technique, quand je travaille là-dessus, c'est d'un jet. Le tableau se fait dans une journée. Ça peut prendre 5 heures, 10 heures, 12 heures. Il va se faire parce que c'est un mouvement continuel. J'ai ma palette, c'est mes couleurs qui vont me dicter où est-ce que je vais aller avec. Et puis, il y a le mouvement. Ça fait que je le fais d'un geste sans recul. Ça fait que je prends mon recul quand j'ai fini mon tableau. Je travaille à l'envers de ce qu'on enseigne. Ça fait que c'est pas grave. J'ai développé cette technique-là. On me le demande souvent, c'est quoi là, ta technique, Michel? Bien, les couleurs à l'huile, ça ne sèche pas tout de suite. Ça fait que la couleur que je vais mettre en premier, c'est les couleurs foncées. Après, je m'en viens avec mes couleurs plus claires. Ça fait que la manière, c'est très nerveux comme geste, parce qu'il ne faut pas que j'appuie ou il ne faut pas que je revienne sur la couleur, je vais la salir, la couleur. Ça fait qu'il faut que ça soit vite fait, rapidement, sans retouche. C'est pour ça que je suis toujours dans le tableau, je n'ai pas le temps de me reculer. Vous avez 2 galeries, une ici à Kamouraska, une à Boucherville. J'ai mon atelier à Boucherville. Vous peignez? Oui, là où je peins, c'est mes grands formats. J'ai une table à dessin qui a 40 pieds de long par 10 pieds de haut. Je peux faire des tableaux. Et ici, je peux travailler un peu plus petit, okay. Mais je suis plus porté à rencontrer des gens.
Vous êtes un artiste accessible. Je suis, oui, accessible. J'ai des histoires à conter, j'en ai plein. Les gens qui rentrent, ils ont des histoires à conter, je veux le savoir moi aussi. Ça fait qu'on partage. C'est assez long dans ce temps-là. On peut discuter longtemps. Vous avez parlé des autres galeries. Vous exposez quand même un peu partout au Canada et aux États-Unis aussi. Oui, oui. Les grandes villes, avec les années, j'ai réussi à m'établir dans des bonnes galeries. Des galeries qui sont devenues mes amis. C'est des gens, quand ça fait 25-30 ans que tu partages avec un directeur de galerie, c'est ton ami. Tu sais. Et puis, ça, c'est une base solide, c'est ce qui donne la crédibilité aussi à ta peinture. Tu as beau être un bon peintre, si tu es dans le fond du bois, tu vas rester dans le fond du bois. Il faut que tu sortes, il faut que tu ailles te présenter, il faut que tu présentes tes tableaux. Il faut qu'ils sortent des frontières, il faut que ta signature, il faut que ton style soit reconnu un peu. C'est la base de ta réussite un peu. On peut voir vos œuvres sur votre site Internet, mais on ne peut pas voir à quel point vous faites des tableaux magnifiques. Il faut venir vous voir ici à Kamouraska ou peut-être à Boucherville, mais on propose ici à Kamouraska. Bien, j'aime mieux proposer à Kamouraska. Le village est beau, puis les gens le découvrent quand c'est la première fois qu'ils viennent ici pour me rencontrer. Ils disent, coudonc, tu vis dans une belle place. Ils disent, bon, on va étirer notre temps un petit peu plus. Amour, 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 Kamouraska. Je suis en compagnie de Éric Brouillette, directeur général de Vrille Art Actuel. Bonjour Éric. Bonjour. Justement, on va parler de Vrille Art Actuel. Qu'est-ce que c'est? Vrille Art Actuel, c'est un centre d'artistes qui est installé à la Pocatière, mais qui couvre l'ensemble du Kamouraska. Nous, ce qu'on fait, c'est des expositions qu'on disperse à travers le territoire. On a présentement des expositions, on a au musée François Pilote, et donc on présente 2 à 3 artistes par année en art actuel. Et vous avez aussi des artistes en résidence. Oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Bien, l'artiste en résidence, en fait, le mot résidence a quand même la connotation naturelle de « j'habite quelque part », mais c'est pas la prémisse de base. L'artiste en résidence, c'est quelqu'un qui vient à notre centre pour une période donnée. Généralement, c'est autour d'1 mois à 1 mois et demi, et qui vient créer. Donc, on a souvent les résidences les plus connues, c'est les résidences qu'on fait sur le bord du fleuve où nous sommes présentement. Sommes, exactement. Oui. Alors, l'artiste est invité à venir s'installer ici pendant 1 mois et s'inspirer du lieu pour faire une création. Donc, il y a différents types de résidences. Nous, c'est vraiment une résidence de recherche qui nous amène à un produit fini. Contrairement à certaines résidences qui sont que de la recherche ou d'autres résidences qui sont plutôt des résidences d'installation. Là, il y a comme les deux mis ensemble. Puis, est-ce qu'il présente ses œuvres à la fin du mois aux citoyens? Oui, à la fin du mois. En fait, tout le temps de la création, le citoyen est invité à venir rencontrer l'artiste. C'est là la beauté de la chose, c'est la partie médiation culturelle du centre. Donc, les gens peuvent communiquer avec l'artiste, discuter avec lui du travail qu'il fait, participer dans certains cas, parce que certaines installations permettre la participation de la population. Et derrière moi, il y a la vrille mobile. La fameuse. La fameuse vrille mobile. Oui. Elle se promène un peu partout au Kamouraska durant l'été. Oui, mais là, en fait, au printemps, elle était à Saint-Bruno. On avait une autre artiste en résidence qui a travaillé à Saint-Bruno. Là, c'était vraiment une résidence. Ici, c'est une résidence in situ, donc sur le lieu. À Saint-Bruno, c'était in socius, c'était avec la communauté. Donc, on est allé à l'école, on est allé dans la résidence pour personnes âgées, on est allé à la bibliothèque, rencontrer les gens, travailler avec eux autres, développer le projet de recherche de l'artiste. Ça nous permet d'aller dans les communautés, mais il y a d'autres projets où ça va être vraiment la roulotte qui va être au cœur du projet, puis il y a un projet qui s'en vient avec Orange Kamouraska où la roulotte va servir de petites stations déambulatoires, puis il va y avoir des performances liées à ça, des performances artistiques. Donc, il y a ce volet-là où elle se promène, mais il y a le volet vraiment d'aller dans les communautés et de permettre à l'artiste d'être présent, mais de permettre au centre aussi d'être ailleurs que dans une salle d'exposition. C'est toujours un peu la problématique des centres d'artistes, peut-être même plus en région, c'est que le bassin de population qui a le goût d'aller dans une salle d'exposition est très, très limité.
Donc, tu peux avoir une salle, mais avoir une dizaine de visites par mois. Puis là, je trouve qu'on ne rend pas service ni à l'artiste, ni au centre d'artistes, ni ce pourquoi on veut être là. Merci beaucoup, Éric Brouillette. Puis là, on a un artiste en résidence. Notre artiste en résidence présentement, Mathieu Gauthier. Mathieu Gauthier. Qui va vous parler de son travail. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Mathieu. Bonjour. On voit tes œuvres derrière toi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bien oui, en fait, c'est pour l'instant pas des modelages, mais c'est sculpté en bois. Ce que je vais en sculpter sur place aussi, j'en ai préparé quelques-uns à l'atelier avant. Et il va y avoir des petites tours aussi en métal. Et la partie du projet, en fait, ça va être de fabriquer les tours, mais aussi de fondre ces personnages-là, personnages animaux, on devrait dire, ou pièces plus grosses, comme des chaises ou tout simplement un phare, de les fondre en aluminium. Fait que je vais amener une petite fonderie et ce que je vais fondre, en fait, c'est des résidus, la scrap qu'on pourrait dire d'aluminium, que ce soit des canettes qu'on trouve souvent. La récupération? Oui, c'est ça. On trouve souvent sur le bord du fleuve des canettes qui flottent finalement sur le fleuve, ou toutes sortes de résidus. Ça peut être des blocs moteurs, toutes sortes de choses. Du moins que ça se fonde ensemble, c'est parfait. Et fait que ces animaux-là, pourquoi sont juchés sur... Oui, c'est ça. C'est quoi le concept de ça? Sur une tour, c'est qu'il y a plusieurs études actuellement qui démontrent que le niveau des océans vont monter de à peu près 1 à 3, 4 mètres selon les plus pessimistes et les plus optimistes. Et c'est ça, ça fait que les animaux, finalement, c'est des animaux polaires ou marins. Fait qu'il y a un petit peu des deux. Ils vont être soit équipés de petites bouées comme l'ours ici, ou par exemple le morse qui ici va avoir un gilet de sauveteur de lifeguard. Fait que c'est ça, ils sont juchés sur une tour pour être au-dessus du niveau de l'eau, pour être protégés. Et finalement, ils sont obligés d'avoir des petites bouées ou des choses pour flotter, vu qu'il n'y a plus de banquiers, tout simplement. Mais pourquoi avoir décidé de faire un concept comme ça? C'est quelque chose qui te préoccupe au niveau de l'environnement? Au niveau de mon travail, en fait, je vais souvent sur le côté de l'humour, en fait, traiter de sujets, que ce soit, je dirais pas politique, mais social au sens large, que ce soit notre dépendance à quoi que ce soit au niveau de l'utilisation du bois ou des choses comme ça. J'essaie tout le temps de développer des projets plus durables. Fait que c'est ça. Venir ici aussi, bien, avec le fleuve, on n'est pas trop loin de Kakuna non plus. Avec tout ce qui s'est passé, on s'entend que si on gratte un petit peu dans l'esprit des gens, on est capable d'aller chercher plein de petits liens. Et c'est ça, c'est aussi le côté ludique des petits animaux. On est proche de la taille d'un jouet. C'est ça, ça fait que ça attire les enfants, toutes ces choses-là. Quand je fais un projet, c'est tout le temps d'aller chercher un public très large. Et c'est ça, ça fait que c'est à la fois ludique, mais à la fois, on se rend compte que pourquoi ils sont en hauteur. Puis après qu'on comprend le concept en arrière, bien, on se rend compte que il y a peut-être un problème à quelque part. Fait que c'est peut-être le futur est là. Oh, qu'amour, amour,